26 octobre 1942. 2 mois après son baptême du feu spectaculaire près de Guadalcanal, l'USS Enterprise a repris la mer et s'apprête à affronter une nouvelle fois la flotte japonaise. 8h30 du matin, les pilotes de bombardiers en piqué Charles Irvine et Stockton Strong sont à la recherche des navires japonais. Leur mission, débusquer les porte-avions nippons près des îles de Santa Cruz et transmettre leurs coordonnées à l'Enterprise. Ce jour-là, les pilotes ont une autre idée en tête. À 4000 mètres en dessous d'eux, ils finissent par repérer les ponts d'envol géants de 4 porte-avions japonais dans la brume matinale. Il s'agit du Shokaku, du Zuikaku, du Junyo et du Zuiyo. C'est un combat inégal à 1 contre 4. Les pilotes sont juste au-dessus du Zuiyo, en position idéale pour larguer leur bombe de 230 kg. L'occasion est trop belle. Aucun chasseur zéro ne traîne dans les parages. Si les pilotes américains font mouche, cela rééquilibrera le rapport de force. Mais la manœuvre est risquée pour 2 bombardiers isolés. Même sans protection aérienne, le Zuiyo a du répondant. Il pourrait facilement abattre les avions de Strong et Irvine. Le message de leur commandant est clair. Attaquez. Les 2 pilotes plongent au milieu des tirs de barrage. À 450 mètres d'altitude, ils larguent leur bombe de 230 kg. Elle frappe le pont du Zuiyo. Les 2 bombes lui sont arrivées en plein dessus, pile au milieu du pont. Et le navire a pris feu instantanément. Avec 2 trous béants au milieu de son pont, les avions ne peuvent ni décoller ni apponter. Le Zuiyo est hors d'état de nuire. Strong et Irvine sont les premiers à frapper lors de la bataille de Santa Cruz. Ils ont réussi un véritable coup de maître en neutralisant le Zuiyo. Mais la riposte du Japon ne tarde pas. Avant même que les pilotes américains n'aient pu découvrir les autres porte-avions nippons, ces derniers ont lancé leurs escadrilles. Une flotte impressionnante se dirige droit sur l'Enterprise et son groupe naval. Une bataille monumentale se dessine à l'horizon. Retour en arrière. 2 mois plus tôt, le 6 septembre 1942, l'Enterprise est en cale sèche à Pearl Harbor. Son pont d'envol est en piteux état et il a perdu une de ses batteries de canon de 127 mm dans les îles Salomon. Les équipes de réparation s'affairent et travaillent jour et nuit. Les avaries sont nombreuses et le Big E doit être réparé le plus rapidement possible. Le hangar d'aviation était complètement ravagé au niveau de la poupe. Une plaque d'acier de 7 cm s'était repliée comme une feuille de papier. Les États-Unis peuvent difficilement se passer d'un de leurs porte-avions. Seuls l'Enterprise et le Hornet sont opérationnels. Contre 7 porte-avions japonais. Plusieurs mois après l'attaque de Pearl Harbor, l'Amérique est toujours frappée par la récession économique. L'armée manque de fusils, de bateaux et d'avions. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la campagne de Guadalcanal, on raclait littéralement le fond des caisses. Et il n'y avait pas grand-chose. Les États-Unis souffraient d'un manque de moyens considérable, alors qu'ils allaient dominer outrageusement en 1944 et 1945. Pendant qu'on répare l'Enterprise, la campagne de Guadalcanal continue. Les troupes de Marines luttent pour conserver le contrôle de la base. Stratégiquement, il s'agit de la base aérienne la plus importante du Pacifique Sud. L'armée qui l'occupe jouit d'une position de force dans la région. Les Marines ont pris l'île 6 semaines plus tôt, mais les Japonais la convoitent. Leur cible, la base d'Anderson Field. Leur mission, éliminer les forces américaines présentes à Guadalcanal. Leur stratégie, débarquer sur l'île pendant que la flotte impériale ira à Santa Cruz affronter l'Enterprise et le Hornet. Les îles Santa Cruz sont sur le chemin qu'emprunte la flotte américaine pour se rendre à Guadalcanal. Les Japonais le savent et comptent lui couper la route à la sortie du détroit.
Pendant ce temps, à Pearl Harbor, les réparations continuent sur l'Enterprise. À cette occasion, le navire reçoit une modification importante. Les quadruples canons anti-aériens de 28 mm sont tous remplacés. Les marins les appelaient les Chicago Pianos, surnom dont on affublait également la mitraillette Thompson à chargeur camembert, chère aux gangsters des années 20 à Chicago. Seule une batterie de ces canons à cadence de tir lente reste en place à la proue du navire. Le problème, sa position expose directement les tireurs au feu des attaques ennemies. Contrairement aux cuirassés, les artilleurs de l'Enterprise ne bénéficient pas de boucliers de protection. Pour remplacer les vieux canons dépassés, on installe des batteries neuves du dernier modèle de défense antiaérienne américain, les canons Bofors de 40 mm. Les anciennes batteries avaient une cadence de tir de 150 coups par minute. Le Bofors 40 mm tire 160 coups par minute, pèse 2 fois plus lourd et a une portée de tir 2 fois plus importante. Le Bofors 40 mm était de loin le canon anti-aérien le plus efficace de l'époque dans l'arsenal de la marine américaine. Et l'Enterprise en avait la primeur. Il propulsait ses obus à 850 mètres par seconde et pouvait atteindre des cibles situées à plus de 7 km. Les porte-avions modernes possèdent un ensemble de systèmes de guidage radar très sophistiqués qui leur permet d'atteindre les cibles avec une grande précision. À l'époque, comme il n'avait pas de système de guidage, on se contentait de cracher le plus de plomb possible en espérant que ça finirait par toucher quelque chose. Fort de ses 4 batteries de canons Bofors 40 mm, l'Enterprise a bien plus de chances d'abattre un bombardier ennemi avant qu'il n'ait eu le temps de larguer sa bombe. Alors que le porte-avions se prépare à repartir vers Guadalcanal, une promotion de jeunes pilotes de l'aéronaval arrive à bord. Bruce McGraw est texan. Il vient de finir sa formation. L'Enterprise est sa première affectation. Ma mère rêvait que je devienne médecin. Mon père me voyait plutôt en pasteur. Et moi, rien de tout ça ne me tentait. Alors j'ai décidé d'être pilote de bombardier. J'ai atterri à bord de l'Enterprise. Je m'y sentais vraiment en sécurité. Mes compagnons étaient doués, ils savaient se battre. C'étaient des guerriers expérimentés. C'étaient des types bien. Et il régnait entre nous une véritable fraternité. Alors quand vous arriviez là, vous vous sentiez vraiment très heureux. Donald Gordon, lui, appartient au 10e escadron. En l'espace de 2 ans, il est passé de la ferme familiale du Kansas au pont de l'Enterprise. Quand j'ai intégré le 10e, mon chef m'a demandé « T'as un surnom ?» J'ai répondu « Bouclette ». J'avais les cheveux noirs et bouclés à l'époque. Et il m'a dit « Ça passera pas bien à la radio. Qu'est-ce que tu penses de Flash ?» Depuis, on m'appelle Flash Gordon. 15 octobre 1942. L'Enterprise est enfin réparée. Il quitte la rade de Pearl Harbor, fier de ses nouvelles batteries de défense anti-aérienne. Son pont porte encore les cicatrices de la bataille précédente. Quand on repense aux dégâts que les 3 bombes avaient causés et le fait qu'il ait failli couler aux îles Salomon, on se dit « L'Enterprise est un miraculé ». En 1 mois, il était prêt à repartir au combat encore plus fort qu'avant. L'Enterprise est de retour, bien décidé à prendre sa revanche. Et il n'est pas seul. Les cuirassés, croiseurs et autres destroyers du groupe naval sont à ses côtés. Norm Vinson vient de Garner, dans le Massachusetts. C'est sa première campagne à bord de l'USS Smith. J'avais 18 ans et 2 mois quand mon navire et moi-même avons participé à la bataille des îles Santa Cruz. On avait mis tellement de temps à rejoindre la côte ouest que j'avais peur que la guerre soit finie. Elle nous aura finalement attendus. Pour avoir participé à la conquête des îles Salomon, les vétérans de l'Enterprise savent quelles horreurs les attendent. Ces hommes ont dû enterrer les cadavres déchiquetés de leurs amis et de leurs compagnons. Ces images traumatisantes demeurent gravées dans leur mémoire. Tous les Marines et les matelots de l'Enterprise espéraient que face à la mort, l'issue serait rapide. Ils ne voulaient pas connaître la douleur et l'agonie.
On avait tous peur. Ce n'était pas très agréable de se prendre des bombes sur la tête. Et je suis persuadé que de leur côté, les Japonais éprouvaient la même chose. Dans chaque camp, les hommes se préparent. L'affrontement va bientôt avoir lieu. Je voulais en finir. Je n'avais pas peur en fait. J'étais prêt. Puisqu'on devait affronter les Japs, la seule solution était de les descendre jusqu'au dernier. À 5300 km de Pearl Harbor, l'Enterprise retrouve le porte-avions USS Hornet. Les deux flottilles navales sont regroupées sous le nom de code Task Force 61, avec l'amiral Thomas Kinkaid à leur tête. Kinkaid, vétéran de la Première Guerre mondiale, est un dur à cuire. Originaire de Nouvelle-Angleterre, il est expert en artillerie. L'homme idéal pour mener la Task Force au combat. Ces deux porte-avions ont déjà vécu de nombreuses batailles, et leur épopée n'est pas terminée. Ils embarquent 136 avions au total et sont accompagnés d'un cuirassé, de 6 croiseurs et de 14 destroyers. Tous se préparent à livrer leur prochaine grande bataille. Leur cible, les îles Santa Cruz. Leur mission, maintenir Henderson Field sous contrôle américain. Leur stratégie, attirer la flotte japonaise au large et l'envoyer par le fond. Mais les deux porte-avions américains sont en infériorité numérique. Du côté japonais, 4 porte-avions, 2 cuirassés et toute leur flottille auxiliaire étaient engagés dans l'affrontement. D'une autre, nous avions beaucoup moins d'atouts à leur opposer. Les Japonais étaient beaucoup mieux armés que nous. Les porte-avions japonais embarquent plus de 150 avions et sont escortés par une flotte de plus de 40 navires de guerre. Si les Marines veulent tenir leur position sur Guadalcanal, il leur faut un soutien naval. Ils ont besoin de l'Enterprise. Le sort de toute la campagne du Pacifique repose donc sur le porte-avions et son groupe. On ne choisit pas les batailles en fonction du rapport de force. Parfois, vous n'avez pas le choix. Et on n'a jamais cherché à éviter un combat parce qu'on était en infériorité numérique. On s'adapte à la situation. Mais on n'aurait jamais fui devant l'ennemi. Là aussi, nous avons fait face. Alors que l'Enterprise et le Hornet rejoignent Santa Cruz à vive allure, les forces japonaises lancent leur offensive sur Henderson Field. Ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les Marines. Et ils n'ont pas pu franchir le périmètre de défense de la base aérienne, ni rendre les pistes impraticables. À la suite d'une erreur de communication, l'état-major nippon pense que Guadalcanal est tombé. Les Japonais décident alors de repartir vers le sud, affronter la flotte américaine. 26 octobre 1942, 5h50 du matin. L'Enterprise est en alerte maximale. 16 Douglas Dauntless partent à la recherche des navires ennemis. Chacun d'eux emporte une bombe de 230 kg accrochée sous son fuselage. Leur mission, localiser les Japonais avant qu'ils ne repèrent l'Enterprise. Leur stratégie, couvrir une zone de 320 km de long pour débusquer les navires ennemis. À 137 km de l'Enterprise, Bruce McGraw et Warren Welch du 10e escadron de bombardiers tombent les premiers sur la flotte nippone. Devant eux, une importante formation de navires menaçants se dirige droit sur les porte-avions américains. C'est l'avant-garde de la flotte impériale. La première ligne de cuirassés, porte-avions et destroyers. Soudain, les artilleurs japonais ouvrent le feu. Le ciel était rempli de fumerolles noires. Partout autour de nous, des tas et des tas d'obus explosaient. Et moi, j'essayais de me faufiler au beau milieu de tout ça. Welch et McGraw parviennent à s'échapper et repartent vers l'Enterprise. Ailleurs, d'autres avions américains continuent de traquer les porte-avions japonais. Le Zuio croise à quelques 160 km de là. À cet instant, Stockton Strong et Charles Irvine décident de larguer leurs bombes sur le navire de guerre nippon. Les Américains n'ont plus que 3 porte-avions japonais à affronter.
Ces derniers ont néanmoins fait décoller plusieurs escadrilles de chasseurs. Les opérateurs radio de la Task Force 61 alertent leur commandement. Une importante flotte d'avions japonais se dirige droit sur eux. Les deux porte-avions se mettent à tourner en rond, à 16 km l'un de l'autre, suivis de leur flotte de cuirassés, de croiseurs et de destroyers. Au moment même où les avions japonais attaquent la flotte, l'Enterprise traverse une énorme tempête. Dissimulé sous de gros nuages, le Big E est presque invisible aux yeux des avions nippons. Il est en sécurité, temporairement. Le Hornet, par contre, n'aura pas cette chance. 6000 mètres au-dessus des navires américains, les bombardiers japonais fondent sur le USS Hornet. Les pilotes qui mènent l'attaque à Santa Cruz font partie de l'élite de l'aéronavale japonaise. Ce sont des vétérans de Pearl Harbor et de Midway. Ils sont les derniers représentants d'une génération surdouée. L'assaut qu'ils ont donné sur le Hornet était un exemple parfait de la tactique qu'ils utilisaient à l'époque. Elle consistait à attaquer simultanément à l'aide de bombes et de torpilles. Ce sera la dernière fois qu'ils parviendront à mener une opération de ce type d'ici la fin de la guerre. Les moteurs des avions japonais vrombissent dans le ciel au-dessus du Hornet. Depuis son poste de tir, une batterie de canons de 127 mm située sur le pont tribord, Earl Miller est aux premières loges. J'ai aperçu des avions argentés. Or, les nôtres n'étaient pas de cette couleur. Ils étaient bleus. Tous les bateaux de la flotte ont ouvert le feu en même temps. Et la bataille a commencé. 21 bombardiers en pique et val et 27 bombardiers torpilleurs Kate surgissent du ciel et plongent vers le porte-avions. Les navires américains ouvrent le feu. Des milliers d'obus de 127 et de 28 mm lacèrent le ciel. Le croiseur Northampton et son équipage restent dans le sillage du porte-avions. On voyait les bombardiers descendre en piqué entre 4500 et 6000 mètres d'altitude. Mais on devait attendre qu'ils soient à 4500 mètres pour qu'enfin ils soient à portée de nos batteries de canons de 127 mm. Alors que la bataille fait rage, le Northampton attend patiemment avant d'ouvrir le feu. Ces canons antiaériens à courte portée ne peuvent atteindre les cibles d'aussi loin. La tension augmente parmi les artilleurs qui attendent l'ordre de tirer. Cette attente était insoutenable. On devait quasiment attendre de voir le blanc de leurs yeux avant de tirer. Les avions nippons sont enfin à portée de tir. Le Northampton ouvre le feu et déchaîne un tonnerre de plomb. On s'est mis à tirer. Très vite, les obus explosaient un peu partout et commençaient à faire des dégâts. De temps à autre, on voyait un avion prendre feu et partir s'écraser dans l'eau. À 1500 mètres au-dessus du Hornet, la horde de Val entame un piquet mortel. J'ai levé les yeux et j'ai vu un bombardier arriver droit sur nous. Et soudain, j'ai aperçu cette bombe se détacher de l'avion. Et là, j'ai prié pour qu'elle ne nous tombe pas dessus. Mais l'engin de mort manque le navire et explose dans l'océan. Cependant, tous les Val ne manqueront pas leur cible. Le pilote suivant fait mouche. Une bombe atteint le pont de plein fouet et les shrapnels se répandent sur toute la surface. L'USS Hornet tremble de la proue à la poupe. Près de 60 hommes périssent lors de l'explosion. Les bombardiers torpilleurs attaquent par l'arrière, mais les tirs de barrage du Hornet n'arrêtent pas les pilotes ennemis. Au même instant, un autre bombardier se prépare à piquer. Les tirs de défense semblent infranchissables, mais l'avion ne s'arrête pas. L'appareil pique du nez et quelques secondes plus tard, il percute violemment la cheminée du Hornet. L'avion rebondit sur la structure du navire
et finit sa course sur le pont, totalement déchiqueté. 7 marins du Hornet sont tués sur le coup. L'avion suicide a détruit le mât de l'antenne de transmission et une de ses ailes se retrouve plantée dans la cheminée du porte-avions. Du carburant en flammes recouvre le pont. Et ce n'est que le début du cauchemar. 2 autres torpilleurs échappent aux tirs de barrage américains. Leur torpille perce 2 trous de 5 mètres dans la coque du porte-avions. Les moteurs du Hornet s'arrêtent et le porte-avions s'immobilise. Dans cette situation, il devient une cible facile pour les bombardiers japonais en approche. L'attaque suivante ne se fait pas attendre. Elle est terrible. Un autre val en feu se rapproche du porte-avions qui se met à gîter dangereusement. Les hommes à bord le regardent contourner le navire par l'étrave et longer, moteur hurlant, le flambe à bord. C'est la 2e attaque suicide qui suit le porte-avions américain ce jour-là. À 16 km de là, l'USS Enterprise émerge de son bouclier de pluie et de nuages. Les hommes postés sur le pont supérieur aperçoivent la fumée qui s'élève du Hornet. L'Enterprise est désormais le dernier porte-avions américain en service dans le Pacifique. Les pilotes du Hornet doivent atterrir sur l'Enterprise. Dès 10h30, son pont est envahi d'avions. Il y avait environ 150 avions engagés sur les 2 bateaux. Même en comptant ceux qui étaient tombés au combat, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Le pont a été vite bondé, alors on a balancé tous les avions endommagés par-dessus bord. Il y en a eu beaucoup. Les tonnes de carburant et d'explosifs accumulés sur le pont rendent l'Enterprise plus vulnérable encore. Il faut faire repartir ces avions au plus vite pour éviter le pire. Très vite, l'équipage doit à nouveau faire face. Une nouvelle attaque d'avions japonais est en route. Les pilotes nippons ont déjà eu raison du Hornet et semblent vouloir faire subir le même sort à l'Enterprise. Les opérateurs radars du navire américain signalent l'arrivée d'un groupe de bombardiers ennemis, 5500 mètres au-dessus d'eux. Le commandant ordonne alors de virer à bâbord, une tentative audacieuse de semer la confusion chez l'adversaire. De nombreux pilotes ne peuvent plus décoller et restent coincés à bord de l'Enterprise. 25 bombardiers plongent en piqué sous les tirs de DCA du navire amiral. Nos défenses antiaériennes ont lancé des tirs de barrage soutenus et on a abattu beaucoup de leurs avions. Sous le pont, Bruce McGraw et ses compagnons estiment la distance des avions ennemis au bruit des canons du navire. À mesure que les avions se rapprochent, on change de canon. On a entendu le vacarme tonitruant des canons de 127 mm. Là, on a su que les avions étaient déjà à portée de tir de nos plus gros canons. Puis, les 40 mm ont pris le relais. Alors on a su que les Japonais se rapprochaient. Et quand les 20 mm se sont mis à claquer, on savait que le bateau risquait à tout moment d'être touché. Quand les avions sont assez près, les Bofors 40 mm s'offrent leur baptême du feu et font immédiatement preuve d'une grande précision de tir. Les avions japonais sont réduits en miettes dès qu'ils traversent cet épais rideau de plomb. Soudain, un val en flammes surgit et fonce droit sur le pont du porte-avions. Au dernier moment, l'Enterprise effectue un virage à bâbord et l'avion s'écrase dans l'eau. À l'impact, sa bombe explose. D'autres avions partent en piqué depuis une altitude de 3600 mètres. Les artilleurs de l'Enterprise parviennent à abattre 5 bombardiers qui finissent leur course en flammes.
Le ciel est inondé de plomb. Nos chasseurs, nos canons, ainsi que les navires de la flotte de soutien, ce n'était pas suffisant pour tous les avoir. Lors d'un changement de bord, l'Enterprise s'expose à une nouvelle attaque. Une batterie réplique, mais trop tard. L'appareil largue sa bombe de 250 kg au-dessus du navire. L'engin pénètre par le pont et ressort au niveau de l'étrave, à bâbord. Le souffle provoqué par l'explosion envoie un Douglas Dauntless par-dessus bord. 760 mètres plus haut, un autre val arrive en piqué, droit sur le navire américain. Il force le mur d'obus et largue sa bombe. Elle touche sa cible et transperce le pont d'envol derrière l'élévateur avant d'éclater en 2 morceaux. La première moitié explose dans le hangar, détruisant tout ce qui s'y trouve. L'autre moitié s'enfonce jusqu'au 3e niveau inférieur. 34 hommes sont tués sur le coup. Une autre bombe déchire la coque sur 15 mètres, en dessous de la ligne de flottaison. La citerne de carburant se vide dans l'océan. Le porte-avions laisse une vaste traînée de carburant dans son sillage. Les forces japonaises vont s'empresser de la suivre. L'offensive nippone n'a duré que quelques minutes. Les bombardiers rescapés reprennent de l'altitude. La défense antiaérienne de l'Enterprise les a décimés. 4500 mètres plus haut. Plusieurs avions japonais tombent nez à nez sur les Wildcats du 10e escadron de combat. L'un des pilotes de ce groupe est un as de la voltige, Sweet Vetasa, originaire du Montana. Il est bien déterminé à venger son navire. Il tente de se faufiler sous les avions japonais et vise leur réservoir par l'arrière. Je suis descendu et j'ai vu 4 avions, 3 en formation et un 4e excentré sur la gauche. Swede passe sous le premier bombardier et ouvre le feu avec ses 4 mitrailleuses de calibre 50. Il a pris feu tout de suite et l'avion a explosé. Je me suis mis en position sous les 3 autres pour tenter de faire la même chose. Swede abat les 4 bombardiers nippons qui venaient d'attaquer l'Enterprise. Il faut des hommes agressifs aux commandes d'un chasseur. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on se sent un peu invincible. Mais je dois bien avouer qu'on est plutôt du genre sûr de nous et de nos capacités. À bord de l'Enterprise, le pilote Bruce McGraw se porte volontaire auprès d'une équipe de secours qui s'occupe des blessés. Je suis tout de suite allé voir un des toubibs que je connaissais pour savoir si je pouvais les aider d'une manière ou d'une autre. Là, il m'a dit, va t'asseoir à côté de ce marin là-bas et parle-lui. Demande-lui si tu peux faire quoi que ce soit pour lui, pour le soulager. Le type était très gravement brûlé. Il demandait sans cesse de la morphine. Alors je suis retourné voir le médecin et je lui en ai réclamé. Il m'a répondu qu'il lui avait déjà donné la dose maximum et que ça ne servirait à rien. Il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Je suis retourné au chevet du marin, je l'ai couché contre moi et il est mort. Alors que les blessés luttent pour survivre, la bataille fait rage dans les airs et sur l'eau. Après les bombardiers en piqué, c'est au tour des avions torpilleurs de partir à l'assaut du porte-avions américain. 16 avions quêtes se dirigent vers lui. En quelques minutes, l'Enterprise est dans leur ligne de mire. Ils étaient persuadés qu'ils auraient le dessus, quoi que nous fassions. C'est la technique éprouvée du marteau et de l'enclume. 8 quêtes attaquent par tribord et 8 autres par bâbord. Si leur plan se déroule comme prévu, l'Enterprise est pris au piège.
Mais les pilotes japonais savent qu'à chaque assaut, ils doivent faire face à des pilotes de chasse américains déterminés. Ils vont aussi faire connaissance avec le lieutenant Stanley Swede Vetasa, l'as du 10e escadron. J'ai aperçu ces satanés torpilleurs droit devant moi. Swede passe sous le premier quête et ouvre le feu. L'avion ennemi est touché et s'enflamme, mais il poursuit sa route. Les réserves de munitions de Swede sont presque vides. Il talonne sa cible qui file vers les tirs de barrages américains. Il risque d'être abattu à tout moment par ses propres frères d'armes. Je me suis dit que s'il allait plus loin, je serais obligé de tirer mes dernières munitions. Mais il a fini par planter une de ses ailes dans l'eau et il est parti en tonneau. Swede doit reprendre de l'altitude afin de ne pas être pris par les tirs de son propre porte-avions. Le pilote aperçoit un autre bombardier torpilleur. Celui-ci fonce droit sur l'Enterprise. Il me restait quelques cartouches. Alors je l'ai rattrapé et j'ai tiré. L'avion a pris feu. Mais ça n'a pas empêché le pilote de poursuivre sa route. Endommagé par les rafales de calibre 50, le Kate semble pourtant bien décidé à continuer le combat. Je lui collais au train. J'ai même hésité un instant à couper la queue de son appareil avec mon hélice. Puis je me suis ravisé. Ça n'était pas une très bonne idée. Soudain, le torpilleur opère une manœuvre surprenante. Il plonge juste devant l'avion de Swede et part en piqué droit sur les navires américains. Le destroyer USS Smith se trouve juste en dessous des deux avions. Il est à l'arrêt depuis le début de la matinée. Il sert d'écran à l'Enterprise. Sa mission est de le protéger coûte que coûte. Ce destroyer de la classe Mahan est entré en service 6 ans plus tôt. Il mesure 103 mètres de long et atteint les 68 km/h. Il embarque un équipage de 158 officiers et marins. Il possède 5 batteries de 127 mm et des mitrailleuses de calibre 50, sans oublier des torpilles et des grenades sous-marines. Comme tous les destroyers d'ancienne génération, le Smith est surnommé la boîte de conserve. Ce jour-là, un avion suicide japonais prend le vieux destroyer pour cible. Je l'ai vu monter en flèche puis redescendre à la verticale et foncer droit sur l'eau. Il est allé s'écraser sur ce destroyer, le Smith. Quand l'avion nous a percutés, le navire s'est incliné sous le choc. On aurait dit qu'on venait de heurter une énorme vague. Et soudain, la proue s'est embrasée. En un instant, la batterie de canon de 127 mm du Smith prend feu. Le navire perd le contrôle et se met à dériver. Droit sur l'Enterprise. Le porte-avions accélère pour tenter d'éviter la collision. La torpille de l'avion japonais n'a pas explosé dans le crash. Elle est armée et peut éclater à tout instant. À 365 mètres du Smith, l'équipage de l'Enterprise, épuisé, doit encore faire face aux assauts des avions rescapés de l'attaque combinée. Les uns après les autres, les Kate larguent leurs torpilles. 3 d'entre elles entrent dans l'eau juste devant le porte-avions. Les hommes d'équipage attendent, anxieux, l'impact imminent. Là, le commandant a effectué une manœuvre très habile. Et les 3 torpilles ont longé l'étrave par bâbord. Elles sont passées tellement près du bateau qu'on n'arrivait même pas à les voir en se penchant sur le plat-bord. 700 mètres devant le porte-avions, un autre Kate lâche sa torpille. Le commandant de l'Enterprise ordonne de virer à tribord, alors que l'engin de mort se rapproche. Lorsque le bombardier japonais redresse sa trajectoire, il se retrouve face à face avec le dernier Chicago Piano de l'Enterprise. Les 4 canons de 28 mm ouvrent le feu.
L'antique pièce d'artillerie entre en action. L'occasion de finir dignement sa carrière en protégeant son navire. Ces obus détruisent l'avion nippon. La torpille qu'il avait lancée file le long du navire à moins de 30 mètres. Une fois de plus, on a frôlé la catastrophe. On les avait toutes évitées. On pouvait encore manœuvrer. Le navire penchait dangereusement, au point qu'on craignait de chavirer, mais on manœuvrait encore. Ce jour-là, l'Enterprise parviendra à éviter 9 torpilles. À bord de l'USS Smith. Ignorant le danger qui les guette, les marins-pompiers combattent le feu qui risque à tout moment de faire exploser la torpille de l'avion suicide. 26 octobre 1942. L'USS Enterprise et son groupe aéronaval livrent une bataille acharnée au large des îles Santa Cruz. Non loin du porte-avions, à bâbord, la proue du destroyer USS Smith est en flammes. Les marins-pompiers combattent le feu comme ils peuvent. Mais ils ignorent qu'une torpille armée se trouve au cœur du brasier. Quand la bombe explose, les flammes et la fumée envahissent la proue et la passerelle de commandement. Des shrapnels se répandent partout sur le pont. C'est un véritable enfer. Ici, on évacue la passerelle, là, on combat les flammes. Si le feu atteint la réserve de munitions, des dizaines de matelots risquent la mort. Le commandant du Smith doit agir vite. Ravagé par les flammes, le navire est à la merci du prochain avion ou sous-marin japonais qu'il croisera. Le commandant décide d'amener l'USS Smith dans le sillage du cuirassé South Dakota. Les gerbes d'eau que projette l'immense navire éteignent l'incendie. L'équipage du Smith a sauvé son bâtiment au beau milieu d'un enfer de flammes, de fumée et d'obus. Il peut reprendre le combat. C'est assez remarquable qu'il soit parvenu à gérer la situation au milieu d'une telle confusion. Ils combattaient un incendie et avaient perdu beaucoup d'hommes. Mais ils en ont fait abstraction pour se concentrer sur la priorité, sauver le navire et se sauver eux-mêmes. L'USS Smith a perdu 60 hommes d'équipage, mais il est toujours là pour protéger l'Enterprise. Les hommes ont analysé la situation et l'ont traitée avec sang-froid, puis ils sont repartis au combat. Ça en dit long sur leur entraînement, leur discipline et surtout l'esprit combatif qui les inspirait. Les artilleurs rescapés reprennent leur poste et tirent sur les avions qui se replient. Les torpilleurs Kett n'ont pas trouvé la faille pour terrasser l'Enterprise. Les pilotes nippons qui parviennent à échapper aux tirs de barrage américains prennent la fuite. S'ils étaient arrivés 25 minutes plus tôt pour combiner leur attaque à celle des bombardiers en piqué, ils nous auraient fait très mal. Mais l'Enterprise a toujours eu de la chance. Et cette fois encore, on s'en est bien sorti. Les Kett japonais ne sont pas tirés d'affaire pour autant. Ils doivent encore croiser la route de Vetasa et Gordon à bord des Wildcats du 10e escadron de chasseurs. Les F-4F sont des monomoteurs armés de 6 mitrailleuses de calibre 50. Ils sont capables de tirer 1400 coups. Leur vitesse maximale est de 515 km/h. Gordon a assisté depuis son cockpit aux terribles assauts sur le Hornet et l'Enterprise. L'heure de la revanche a sonné. Il repère un bombardier quittant la zone des combats, mais il n'a plus de munitions. Il décide de foncer droit sur l'avion japonais. C'est un face-à-face mortel. C'est à celui qui gardera son sang-froid. Les nerfs du pilote japonais flanchent les premiers. Gordon force le pilote à cracher son avion dans l'océan. Je l'ai abattu, sans tirer. Quelqu'un m'a demandé si j'avais eu peur. Je n'en sais rien. J'étais fou de rage. Depuis l'attaque de l'avion suicide sur l'USS Smith, Vetasa se tient à bonne distance des tirs de barrage de son camp. Il n'a plus beaucoup de munitions et choisit soigneusement ses cibles.
Il repère un avion torpilleur qui vole en rase-motte. Il tire ses dernières munitions. En seulement 6 mois de combat dans le Pacifique, il arbore déjà 2 as sur son fuselage. C'est le 7e avion qu'il abat aujourd'hui, son 12e au total. Vous abattez 5 avions en un combat, vous êtes un as, mais c'est rare. Si vous en envoyez 7 au tapis, alors vous êtes un super crack. En 1 heure de combat intense, les nerfs des hommes de l'Enterprise ont été mis à rude épreuve. Le navire est affaibli, mais tient bon. À bord du navire, chacun vit le combat différemment. Quand la bataille fait rage sur le pont, les opérateurs radars comme Roy Blood sont isolés dans les entrailles de la coque. Lors d'une accalmie, il fait une proposition plutôt inattendue à ses compagnons. On était tous couchés à plat ventre par terre près des instruments ou sous un bureau pour se protéger. Et tout à coup, j'ai demandé si quelqu'un avait envie d'une olive noire. Personne n'a répondu, alors j'ai répété « J'ai un bocal d'olive noire près de moi, alors si vous en voulez, dites-le moi. » Stewart, le responsable de notre groupe, m'a dit que c'était le truc le plus incongru qu'il ait jamais entendu en plein milieu d'une bataille pareille. Il se demandait comment je pouvais avoir envie d'olive noire à ce moment-là. À 16 km de l'Enterprise, le supplice du Hornet se poursuit. Le navire a encaissé les impacts de plusieurs bombes de 250 kg et de 2 torpilles. Il est immobilisé, aux abois. Fitch, à bord du Northampton, s'en souvient. J'étais incapable de dire combien de bombes et de torpilles avaient touché au but. Mais ça crevait les yeux. Les dégâts étaient très sérieux. Le porte-avions gîtait énormément à tribord. Notre commandant a pris la décision d'aller porter secours à l'équipage du Hornet. L'USS Northampton a combattu aux côtés du Hornet toute la matinée. À présent, il doit le sauver. Ils nous ont lancé un câble de remorquage de 6,5 cm de diamètre. À la poupe du Northampton, un support de canon fait office de crochet de remorquage. Contre toute attente, il parvient à le tracter à la vitesse de 10 km/h. Le commandant Mason est soulagé. Il va pouvoir sauver son navire. À bord de l'Enterprise, l'amiral Kincaid hésite sur la marche à suivre. Une nouvelle attaque japonaise sur son navire peut lui être fatale. Les États-Unis se retrouveraient alors sans porte-avions opérationnel dans le Pacifique. Kincaid a 2 options. Soit il reste sur la zone, poursuit le combat et court le risque de perdre l'Enterprise, soit il bat en retraite, laissant le Hornet à son triste sort. À contre-cœur, il prend la décision d'abandonner le Hornet, afin de sauvegarder sa flotte. Au lieu de maintenir l'Enterprise, le South Dakota et tous les navires de la flotte auxiliaire sur la zone, Kincaid a pris la décision de retirer les troupes sous la menace d'une nouvelle offensive aérienne de l'ennemi. L'Enterprise était déjà lourdement touchée et l'heure n'était plus aux actes de bravoure déraisonnés. Il fallait décrocher de la zone des combats et se mettre à l'abri. C'était une décision difficile, mais sage. Le porte-avions met le cap au sud, vers la Nouvelle-Calédonie. Il laisse derrière lui un Hornet en piteux état. Vers 16 h, l'équipage du Hornet parvient enfin à maîtriser les incendies. Et les mécaniciens ont rétabli la pression de la vapeur dans 3 des chaudières. Grâce à l'aide de l'USS Northampton, le Hornet garde une chance de continuer sa route. Mais l'équipage ignore que des avions japonais sont en approche pour achever le travail. « 1800 mètres au-dessus de l'océan, 7 bombardiers torpilleurs Kate se préparent à attaquer. L'USS Northampton doit se décrocher du Hornet et assurer sa propre défense. Soudain, une torpille percute sa coque et explose. C'est le coup de grâce. La situation est désespérée. Le Hornet prend l'eau de toutes parts et le feu redouble. Le commandant Mason donne l'ordre d'abandonner le navire. Les hommes vont devoir affronter des eaux infestées de requins et tenter de rejoindre un des navires de leur groupe naval.
J'étais en train de nager, complètement paniqué, quand j'ai aperçu un groupe de marins dans un canot de sauvetage. Et je me suis dirigé vers eux. Et très vite, un des destroyers nous a récupérés. Si je me souviens bien, j'ai été le dernier à quitter l'embarcation. J'étais à peine en haut de l'échelle de corde qui pendait le long de la coque lorsque le commandant du navire a ordonné de partir aussitôt. Et le navire a rapidement quitté la zone. Quand le commandant Mason quitte son porte-avions, il laisse derrière lui une centaine d'officiers, de matelots et de fusiliers marins morts au combat. La plupart des survivants parviennent à rejoindre un destroyer ou le croiseur Northampton. Ces hommes étaient dégoulinants de carburant. Et nous n'avions plus grand-chose comme linge de rechange. Nous sommes tous allés fouiller dans nos casiers. On a pu leur offrir des sous-vêtements, des chaussettes, des salopettes, des chaussures propres et des cigarettes. Tout ce dont ils avaient besoin. Depuis Nouméa, l'amiral Bull Halsey ordonne à ses troupes de torpiller le Hornet et de le couler. On tire 3 torpilles et 400 obus, mais rien n'y fait. Le Hornet s'accroche. Plus tard dans la soirée, des navires japonais trouveront l'épave. Doolittle était parti de ce porte-avions pour bombarder Tokyo 6 mois plus tôt. Une salve de torpilles nippones aura finalement raison du vaillant cousin de l'Enterprise. Il disparaît sous les flots. Perdre le Hornet a été un gros coup dur. Il n'y avait plus qu'un porte-avions opérationnel dans les îles Salomon. Et encore, qualifier l'Enterprise d'opérationnel était une vision plus qu'optimiste de la situation. À la nuit tombée, Gordon, Vetassa et leurs compagnons appontent sur l'Enterprise. Aucun d'eux n'est préparé à assister au spectacle qui les attend à leur descente d'avion. Les éclats d'obus ont mutilé le navire. Le pont est jonché de sang et de débris humains. L'odeur mêlée d'eau salée, de poudre et de chair calcinée est pestilentielle. On a évacué à la hâte 44 cadavres pour permettre aux équipes de maintenance de travailler. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je m'en souviens encore. C'était terrible. Ce spectacle ne m'inspirait qu'une seule chose. Je refusais de laisser toutes ces horreurs continuer comme ça indéfiniment. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une idée en tête. Descendre le plus de Japonais possible, à chaque fois que je repartirais en mission à bord de mon bombardier. Je voulais y retourner au plus vite et en abattre un maximum. Les pertes américaines lors de la bataille de Santa Cruz s'élèvent à 400 hommes, officiers, marins, pilotes et marines. Le lendemain, 6 rescapés du Hornet ont succombé à leurs blessures dans notre infirmerie. On a remis leur corps à la mer. C'est ce qui a été le plus difficile, je crois. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? On est effondrés. Je crois que ça nous a tous ouvert les yeux. Au matin du 27 octobre 1942, la flotte placée sous le commandement de l'amiral Kincaid rend hommage à ces hommes tombés la veille. C'est l'un des jours les plus sombres de la guerre pour les troupes américaines. C'est terrible. Je ne m'y suis jamais fait. On était tous réunis au bord du pont arrière. Quelqu'un disait quelques mots, une prière, puis on livrait les corps à l'océan. Et voilà.
Remettre ses morts à l'océan est une tradition sacrée dans la marine. C'est un processus émotionnel qui revêt également une valeur hautement symbolique. Quand vous êtes marin, vous vous dévouez corps et âme au service en mer. C'est votre métier, votre vie, votre profession de foi. Remettre un corps à la mer, c'est rendre hommage au dévouement du marin qui a péri en service. Dernier représentant de la classe Yorktown encore à flot, c'est aussi le dernier porte-avions américain au combat dans le Pacifique. L'issue de la campagne navale américaine repose sur l'Enterprise et son équipage. Au final, seul l'Enterprise était encore debout, si je puis dire. Seul contre le Japon. Quand on y pense, c'était une pression énorme. Sur le plan psychologique et moral, c'était un sacré fardeau. On était les seuls survivants et donc la dernière cible de choix pour les Japonais, c'était évident. De nombreux Américains sont morts dans cette bataille. Le Hornet a été coulé, mais la victoire n'est pas totale pour le Japon. Plus de 130 de ses pilotes expérimentés ont disparu sous le feu des canons de l'USS Enterprise et de la Task Force 61. Les Japonais ne s'en relèveront pas. Une fois de plus, le fleuron de la marine américaine a résisté tant bien que mal à son adversaire, malgré un rapport de force désavantageux. Le Japon n'est pas parvenu à reconquérir Guadalcanal, mais les Américains s'attendent à une revanche dans les prochains jours. La position stratégique de l'île semble trop importante pour y renoncer. C'est incroyable que l'Enterprise ait résisté à autant de batailles. Mais une fois de plus, ça en dit long sur les compétences et les qualités physiques et mentales de ces hommes. Le navire n'a pas remporté ses victoires tout seul. C'est bien sûr à son équipage qu'il les doit. Prochainement dans les chroniques de l'USS Enterprise, à Guadalcanal, nous serons au cœur d'une des batailles navales les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. L'Enterprise affrontera seule la flotte japonaise.